Aujourd'hui, on a décidé avec les loulous de faire des cupcakes arc-en-ciel pour égayer notre journée. Alors, pour faire des cupcakes arc-en-ciel... L'intégration. Ah, ok. Bon bah, l'intégration. Donc, nouveau chapitre aujourd'hui, l'intégration. C'est pas le plus simple et c'est pas le plus court, mais on va essayer de synthétiser ça pour vous donner vraiment l'essentiel. On ne pourra pas tout détailler. Donc, je vais vous donner les explications, synthétiser au maximum. La toute première activité, elle était là pour vous faire comprendre l'utilité de pouvoir calculer l'aire qui est sous une courbe. Donc on va juste prendre cet exemple-là. Pour ceux qui l'auraient cherché, pour ceux qui sont intéressés, je vais donc vous détailler les différents résultats. En réalité, la courbe qui a été tracée ici représente le taux de croissance d'un enfant en centimètres par an entre 0 et 3 ans. Le taux de croissance, ça veut donc dire que ça donne en fait la vitesse de croissance de ces enfants. Autrement dit, si on veut regarder ici à quoi correspond le taux de croissance à 1 an, on lit sur le graphique qu'on est à 16 cm par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le taux de croissance restait constant ici, par exemple sur ces 6 mois-là, d'accord, eh bien cela signifierait que l'enfant grandirait de 16 cm par an. Et donc, sur la demi-année qui est ici, donc sur les 6 mois qui sont là, eh bien, on pourrait dire que l'enfant prendrait 8 cm sur ces 6 mois. Alors, bien sûr, le taux de croissance ne reste pas constant, comme ceci, on le voit, hein, la courbe elle est dessinée ici. Donc, on va regarder ce que cela donne. Combien faut-il de petits rectangles du quadrillage pour avoir un rectangle dont l'aire mesure une unité d'aire? Une unité d'aire ici, donc on voit que là, on a 0,1, ça c'est une unité en abscisse. Et en ordonnée, on a partagé en 5 parties égales ici. Donc ça veut dire que la première interligne, on est à 1 en ordonnée. Donc pour avoir une unité d'aire, il faut un rectangle qui fasse 1 sur 1, c'est-à-dire en fait ici, on a ces deux petits rectangles-là. Donc si on regarde le rectangle coloré ici et que l'on compte, eh bien vous voyez qu'on a 16 petits rectangles qui sont colorés. Autrement dit, ça ferait 8 unités d'aire. Et donc on retrouve ici que effectivement, si le taux de croissance restait constant, à partir de l'âge de 1 an, l'enfant prendrait 8 cm en 6 mois. Dans la deuxième partie, on va affiner un petit peu ces résultats, puisque là, évidemment, cette lecture n'est pas du tout satisfaisante, puisque on voit bien que le rectangle est une approximation très grossière de ce qui se passe en réalité. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on pourrait faire pour affiner ce résultat. On vous dit, est-ce que le taux de croissance d'un enfant est constant de 1 an à 1 an et demi? Donc non, toujours pas, parce que la courbe ici elle est décroissante. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on a en réalité partagé, au lieu de tracer un seul gros rectangle ici, on a tracé 6 petits rectangles. Donc puisque c'est une période de 6 mois, ça veut dire que chaque petit rectangle représente 1 mois. Et ces 6 rectangles qui sont là, on va venir toucher la courbe. Et ensuite, ainsi de suite, le long de la courbe, on va descendre comme ça et on va regarder ce que cela donne. Que représentent sur ce graphique les aires des rectangles colorés? Donc là, chaque rectangle représente le nombre de centimètres qu'aurait pris l'enfant si le taux de croissance était resté constant en 1 mois. Donc le premier rectangle qui est ici donnerait le nombre de centimètres qu'aurait pris cet enfant en 1 mois si le taux était resté constant. Le deuxième rectangle sur le deuxième mois, etc. Et donc, quand on fait la somme de toutes ces aires-là, on aurait ici le nombre de centimètres qu'aurait pris l'enfant si chaque mois, le taux de croissance restait constant, si c'était un escalier en fait. Donc, la somme de ces aires représente cette augmentation-là. Du coup, si on veut regarder grâce au quadrillage, l'estimation que l'on peut faire entre 1 et 3 ans, alors là il faut descendre hein, parce que c'était la courbe de dessous, et sinon vous n'y verriez pas. Voilà, donc ici, si on veut regarder, c'est très flou tout à coup, bon c'est pas grave, vous avez le cours sous les yeux. Donc si on regarde l'aire qui est ici, eh bien, en réalité on peut imaginer qu'on a réitéré ce processus, sauf qu'au lieu de faire un rectangle par mois, eh bien, on peut très bien imaginer qu'on ait tracé des rectangles avec une largeur très petite, aussi petite que l'on veut, sur une journée, sur une heure, pourquoi pas. En réalité, on touche là à quelque chose de l'ordre de l'infinitésimal, voilà, le plus petit possible. Et donc, si on imagine des rectangles avec une largeur très petite et qu'on vient les mettre les uns à côté des autres, eh bien, on obtient cette aire-là qui est sous la courbe.
Ce qui signifie que l'aire sous la courbe qui est ici, entre 1 an et 1 an et demi, représente, sa valeur représente le nombre de centimètres qu'aurait pris l'enfant entre 1 an et 1 an et demi si cette courbe de taux de croissance était celle-ci. Et donc si on veut regarder entre 1 an et 3 ans le nombre de centimètres que va prendre un enfant, c'est une moyenne, hein, c'est une courbe sur un carnet de santé, d'accord? Eh bien il faut compter le nombre de petits rectangles que l'on a sur cette surface qui est ici, entre 1 et 3, et sous la courbe qui est là. Donc si on compte tous les petits rectangles qui sont là, on en compte environ 42, à peu près, hein, ce qui veut dire que cela ferait à peu près 21 cm de croissance entre 1 an et 3 ans, puisqu'on a vu tout à l'heure que 2 rectangles, c'est une unité d'aire, donc 1 cm de croissance. Voilà pour ce qui est de cette activité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a regardé l'aire sous la courbe ici? Parce que vous voyez qu'en réalité, là, ça a une signification concrète. Et que cette aire sous la courbe, elle donne ici le nombre de centimètres que vont prendre les enfants entre 1 et 3 ans en moyenne. Comment ça s'appelle, cette aire sous la courbe? Si on a une fonction f qui est définie et continue sur un intervalle AB positive, eh bien ce que l'on va définir ici, c'est cette aire sous la courbe. Donc là, vous voyez, on a une fonction qui est définie et continue sur un intervalle AB, elle est positive. Eh bien toute la partie verte qui est ici, ça s'appelle l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB. Cette intégrale ici, elle est égale à l'aire qu'il y a sous la courbe. Selon l'unité d'aire qui a été choisie, selon les unités qui ont été choisies en abscisse et en ordonnée, vous allez avoir une unité d'aire ici qui va être définie. Par exemple, sur le dessin qui est là, 0,1 ici en abscisse et 0,1 ici en ordonnée. Cela nous définit un rectangle qui est vert un peu plus foncé et qui nous permet de déterminer une unité d'aire. Cette intégrale, voici comment elle est notée. f de x, c'est la fonction, c'est elle, dont la courbe est représentée ici. Ce symbole qui est là, cette espèce de S allongé, qui veut dire en fait somme, vous allez voir pourquoi. Entre A et B, ça définit les bornes de l'intervalle. Et ce petit dx qui est ici, en réalité, vient de ce que l'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, quand les mathématiciens ont cherché à déterminer les aires sous les courbes, ils ont réfléchi de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord tracé des rectangles, et ensuite ces rectangles, ils les ont rendus le plus petit possible en largeur. Et donc ce que l'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait la somme, donc ce S allongé en fait veut dire la somme, de tous les rectangles, de toutes les aires des rectangles qui sont compris entre A et B. Là, c'est la largeur du rectangle, on l'a appelé dx, ça veut dire la différence en fait de longueur. Donc on l'a appelé dx, et f de x ici, pourquoi? Parce que la hauteur de ces rectangles, ben, à chaque fois, c'est les f de x, c'est des images. Donc si vous imaginez une infinité de petits rectangles ici, sur l'intervalle AB, qui vient balayer finalement sous la courbe toute cette partie, eh bien, on fait la somme des aires de tous ces rectangles et on obtient l'aire qui est verte ici. On passe d'un phénomène discret, on additionne les sommes d'aires de rectangles, à un phénomène continu, mais c'est comme ça que l'on a déterminé cette notation et qu'on va déterminer les aires sous une courbe. Donc voilà pourquoi cette notation. Le x qui est là, bah, évidemment, c'est le nom aussi de la variable qui est ici, d'accord? C'est une variable muette, hein, on pourrait écrire f de t, dt, ça ne changerait rien par exemple. Et donc on va regarder maintenant un petit peu comment on peut déterminer des aires. Parfois vous verrez on peut le déterminer géométriquement, comme quand vous étiez au collège. Et puis parfois eh bien, il va falloir déterminer ça avec des formules. On va voir comment ça se passe. Le premier tout petit exercice que je vous avais demandé de chercher, que vous allez chercher par la suite, est le suivant. On a tracé ici la représentation graphique d'une fonction qui est un petit peu particulière, c'est la fonction k, qui est la fonction constante k de x égale 3. Voilà. Donc on a tracé ceci, et on se pose la question de savoir l'aire sous la courbe, donc sous la droite ici, sur l'intervalle 1 et 5. Comment on va écrire ça? Cette intégrale, elle est ici, l'aire grisée, on va l'écrire intégrale entre 1 et 5 de la fonction k de x, et donc le dx qui fait partie de cette notation qui signifie, donc, je vous l'expliquais tout à l'heure. Cette intégrale ici, on peut la trouver directement, nul besoin de formule, c'est un rectangle. Ce rectangle, ici, il a une largeur égale à 4 et une hauteur égale à 3. 4 fois 3, ça fait 12.
Et vous voyez ici que du coup, vous avez, si vous regardez l'unité d'air ici, c'est un carré composé de 4 petits carrés. Hein. Ben, c'est grand carré, vous en avez bien 12, effectivement. Là, on n'a même pas besoin de passer par là, puisque on passe directement par l'aire du rectangle. Donc l'intégrale de cette fonction, entre 1 et 5, c'est égal à 12 unités d'air. Alors si l'unité c'est le centimètre, on dira centimètre carré, sinon on dit simplement unité d'air. La deuxième fonction que je vous ai proposée, c'est une fonction affine, c'est une droite, ici. La fonction f de x égale x moins 1. Quel est l'air sous la courbe sur l'intervalle 1, 5? Alors c'est pas toujours l'intervalle 1, 5, hein. Là c'est pour les exemples, on a pris ça, mais peu importe. Comment on va écrire ça? Eh bien du coup ici, on va écrire l'intégrale entre 1 et 5. Donc, dans les deux petits carrés ici, vous marquez les valeurs des bords. On va écrire ici f de x dx. Et cette intégrale, combien vaut-elle? Alors pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, je ne sais pas si vous vous souvenez, on multiplie la largeur qui est ici, enfin cette longueur, par celle-ci, on divise par 2, c'est la moitié en fait du rectangle que ça déterminerait. Donc là on a 4 unités, multiplié par 4 unités ici aussi, 4 fois 4, 16, on divise par 2, ça fait 8 unités d'air. Donc l'aire ici grisée, elle était de 8 unités. Nous avions un autre exemple là, encore une fois. On a une fonction, encore une fois, qui est une fonction affine. Là, c'est facile, hein, pour déterminer les aires, on se retrouve avec des figures géométriques de niveau collège. Cette fonction, si je veux calculer son aire, c'est pareil, je vais écrire qu'on va calculer l'intégrale, donc ce grand S ici. On est toujours entre 1 et 5 ici, dans ces exemples, donc on va mettre 1 et 5 là. Et là, on va écrire h de x dx, même notation. À combien est égal cette aire? Alors, vous avez un trapèze ici. Il y a une formule pour le trapèze. Mais honnêtement, vous n'êtes pas du tout obligé de vous en rappeler. Il y a très très peu de chances que vous en ayez besoin. Dans ces cas-là, vous utilisez vos connaissances sur les aires. Le plus simple, à mon sens, est de partager ce trapèze en deux parties. Vous avez d'abord ce rectangle-là qui a une largeur de 4 et une hauteur de 1,5. Ce rectangle-là, il fait 6 unités d'air. Et puis ce triangle rectangle qui est là, il a une largeur de 4, une hauteur de 2. Donc ça fait 4 fois 2, 8. Et on divise par 2 puisque c'est un triangle rectangle. Donc cette partie-là, ça fait 4 unités d'air. Cette partie-là fait 6 unités d'air. En tout, ça fait 10 unités d'air. Donc l'intégrale ici, elle vaut 10. Ça, évidemment, ce sont les fonctions dont il est très facile de déterminer l'aire sous la courbe parce que ça détermine des figures géométriques. Maintenant, vous le savez, nous, les fonctions qu'on étudie habituellement ont des représentations graphiques qui sont des courbes et qui ne sont pas des droites. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre dans ces cas-là? La première méthode va être de faire une approximation. Donc vous verrez que parfois, dans les exercices, on va vous demander de simplement compter les carreaux pour déterminer le nombre d'unités d'air qu'il y a sous la courbe. Et ce sera au départ déjà une lecture graphique qui vous permettra d'avoir une idée de ce que vaut l'air sous la courbe. Par exemple, cette courbe ici, qui est la courbe de la fonction 1 sur x plus 1, eh bien, on a regardé combien il y avait d'unités d'air sous la courbe ici, cette partie bleue, d'accord? Et on va compter tout simplement les carreaux, à peu près, on va regarder, parce qu'ici on n'a pas de formule. On n'a pas de formule qui nous permette de connaître l'air de cette figure-là, puisque la partie qui est ici est courbe. Donc on regarde ici combien ça va nous donner. On va d'abord raisonner sur ce que vaut un petit carreau. Là on est entre 0 et 1, donc on a 0,1 ici en abscisse. Là c'est pareil, on est entre 0 et 1 en ordonnée, donc ça fait 0,1. Ce qui fait que chaque tout petit carreau a une aire de 0,1 sur 0,1, c'est-à-dire 0,01, 1 centième d'unité d'air. Donc il vous suffit de compter. Vous comptez le nombre de petits carreaux qu'il y a ici. Alors déjà, vous pouvez aller très vite parce que toute cette partie-là, elle est entière, il y en a 50. Et puis ensuite, vous rajoutez. Vous allez voir que si vous regardez à peu près, hein, parce que là, il y a des petits morceaux, on ne peut pas savoir exactement, mais si vous essayez de compter à peu près, on arrive à environ 70 petits carreaux. On va essayer de voir si on peut déterminer ça d'une façon un peu plus numérique. Ici, ce que l'on peut faire, c'est comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va faire un encadrement. On va d'abord tracer tous les petits rectangles qui sont sous la courbe. Donc on part ici 0,9, on trace, puis ensuite, alors c'est pas exactement 0,9, hein, l'image de 0,1 qui est ici, ça c'est l'image de 0,1, ça fait 0,91 je crois, quelque chose comme ça.
Je vous donnerai le détail de tous les petits calculs qui sont par la suite. On ne va pas détailler, ce qu'il faut, c'est que vous compreniez les principes. Par écrit, si vous le souhaitez, je vous mettrai sur École Directe. Donc là, on a l'image de 0,1. Ce rectangle, ici, on va calculer son aire, l'image de 0,1 fois 0,1. On va rajouter l'aire de celui-ci, l'aire de celui-là, etc. Tout cela est résumé dans le tableau qui est ensuite. D'accord? Voilà. Donc dans le tableau, vous marquerez les différentes valeurs de x, les f de x correspondantes et l'aire qui va avec. Il suffit de multiplier par 0,1 puisque les rectangles ont une largeur de 0,1. Et quand vous allez additionner ici les aires de tous les rectangles, vous allez avoir une fourchette basse de ce qu'est l'aire sous cette courbe, puisque vous avez vu que les petits rectangles qui sont là, la somme de leur aire, elle est inférieure à l'aire sous la courbe, puisqu'il y a tous ces petits morceaux qui n'y sont pas. Ensuite, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire une approximation basse, on fait une approximation haute. Et donc, on va là aussi tracer les triangles, mais cette fois-ci, regardez, on part au-dessus. Donc, on trace tous les triangles. On peut déterminer pour chaque triangle, sur chaque rectangle, pardon, sa hauteur. La largeur, on la connaît, c'est 0,1. On additionne toutes les aires, et de la même façon, on va trouver une aire un peu plus grande que l'aire de la courbe, puisque tous les rectangles ici, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Et si on fait ça, de la même façon qu'avec le tableau au-dessus, on trouve environ 0,72. Ce qui nous permet de dire, sans avoir une valeur exacte, mais ça nous permet de savoir que l'aire exacte qui est sous cette courbe, elle est comprise entre 0,69, ce qu'on a trouvé pour la figure au-dessus, et 0,72, ce que l'on a trouvé ici. Donc on peut avoir un encadrement. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, en même temps que je vous le dis, c'est que vous fassiez à la calculatrice la vérification de ce que l'on vient de trouver. Je vais vous montrer comment, à la calculatrice, on peut calculer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle. Donc vous allez prendre, alors pour ceux qui ont la TI, vous allez voir, sur la TI, vous allez dans le menu principal, vous allez appuyer sur la touche Math, celle qui est juste en dessous de Alpha. Vous appuyez sur la touche Math et vous allez voir que le choix numéro 9 s'appelle Intègre fonction. Donc vous sélectionnez Intègre fonction et là vous allez voir apparaître le symbole de l'intégrale avec deux petits carrés qui déterminent les bornes. Ensuite, dans la parenthèse, vous avez un petit carré, vous allez entrer la formule de la fonction. Ici, c'est 1 sur x plus 1. Et à côté, vous avez d avec un petit carré vide. Vous marquez juste x, parce que votre variable s'appelle x. Si vous faites cette manipulation, je le fais en même temps que vous. Donc là, on est entre 1 et 5. Vous marquez 1 sur, entre parenthèses, attention, x plus 1, qui était notre fonction. Ensuite, vous marquez x ici. Donc, je vous montre ce que cela donne. Attention, effets spéciaux. Est-ce qu'on y voit? Oui. Donc, voilà. Donc là, vous obtenez cette écriture-là. Donc, l'intégrale entre 1 et 5 de 1 sur x plus 1 dx. Vous appuyez sur Entrée. Et là, tadam, vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est de l'ordre de 1,09. Je me suis trompée, c'est pas la bonne fonction. Alors, c'était laquelle de fonction? C'est pas 1 sur x plus 1? Ah, c'est pas entre 1 et 5, pardon, je me trompe. Ce n'est pas entre 1 et 5, excusez-moi, c'est entre 0 et 1. Oui, merci, assistant. Donc, je recommence la manip, j'appuie sur Math, je fais le choix 9, je me mets entre 0 et 1, je me balade avec la flèche. Donc, c'est bien 1 sur, entre parenthèses, x plus 1. Ça, je crois que c'était bon, n'est-ce pas, assistant? Voilà, et on tombe, oui, ça c'est mieux, sur 0,69 et des poussières. Donc notre approximation graphique de départ, juste en comptant les carreaux, bah, elle n'était pas si mauvaise. Et en faisant l'encadrement grâce à nos rectangles, eh bien, on tombe sur une valeur qui est tout à fait acceptable, puisqu'on avait dit entre 0,67, je ne sais plus, et 0,72. Je vous mettrai le détail par écrit si vous le voulez. Voilà. La Casio, pour celui qui a une Casio. La Casio, il faut rester dans le menu principal aussi. Dans le menu principal, vous allez appuyer sur la touche. Alors, vous allez voir sur le menu principal, il y a des petites étiquettes noires là. Vous allez appuyer sur la touche F4. D'accord? Cette touche F4, elle vous permet. Alors, la touche F4 qui est ici, voilà. Donc, je vais effacer un peu ce qu'il y a au-dessus parce que ça n'a pas d'intérêt.
Voilà. Donc la touche F4 que vous avez là, il y a écrit maths, d'accord? Donc vous appuyez sur la touche F4. Et une fois que vous avez appuyé sur la touche F4, il y a une petite flèche ici pour faire dérouler, parce que ce n'est pas encore ici, donc vous appuyez sur la touche F6. Et là, le tout premier symbole, c'est le symbole de l'intégrale. Vous appuyez sur F1. Et là, c'est pareil, vous avez le symbole de l'intégrale, les deux petits carrés dans lesquels vous mettez les valeurs des bornes. Donc ici, on est entre 0 et 1. Voilà. Vous marquez ensuite dans le carré qui est au milieu, vous marquez la formule de la fonction. Donc ici, c'est 1 sur x plus 1. Vous tapez Entrée et c'est la même chose. Elle vous donnera la réponse que vous souhaitez obtenir. Bien. Maintenant, on va parler un petit peu de ces aires de fonctions. Donc, vous allez voir que là, les propriétés, elles sont relativement logiques. Et donc, parce qu'elles font appel à des choses que vous connaissez déjà. Donc, si vous avez une fonction f sur un intervalle AB qui est continue et positive, et que vous cherchez l'intégrale entre c et c, c'est-à-dire que là, vous allez réduire votre intervalle à 0, évidemment, l'aire sous la courbe, elle vaut 0. Évidemment, d'accord? Là, on est sur un intervalle qui est un seul point, donc ça vaut 0. D'autre part, et c'est logique ici, si vous avez une fonction positive sur un intervalle AB, l'aire sous la courbe, eh bien, c'est un nombre qui est positif. Ça, c'est tout simplement, évidemment, le fait qu'une aire est un nombre positif, c'est une grandeur, donc voilà, c'est la positivité de l'intégrale ici. Je fais défiler le reste qui est relativement simple. Si vous avez deux fonctions sur un intervalle qui sont... Voilà, si la fonction g sur l'intervalle AB est au-dessus de la fonction f, il est évident que l'aire ici sous la fonction g est plus grande que l'aire sous la fonction f. Donc ça veut dire que si sur un intervalle vous avez deux fonctions dans cet ordre-là, si les images sont plus petites que les images de g, bah, l'aire va être plus petite forcément que celle sous la fonction g. Donc ça c'est évident. Vous avez un exemple ici pour les fonctions x, x carré et racine carrée de x. Bon. La relation de Chasles, qu'est-ce qu'elle dit? Là aussi c'est à peu près évident graphiquement. Si vous avez ici l'aire sous la courbe sur l'intervalle AC, que vous avez ensuite l'aire sous la courbe sur l'intervalle CB, et bien quand vous faites la somme de ces deux aires, cela vous donne l'aire sous la courbe sur tout l'intervalle AB. Donc vous pouvez très bien additionner ici les deux intégrales, ça vous donnera l'intégrale entière sur l'intervalle AB. Ensuite, on continue. Et là, on commence à tomber dans quelque chose où vous allez voir, il va falloir commencer à faire des calculs. Donc accrochez-vous bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et après, je vous ferai une synthèse, ne vous inquiétez pas, pour que vous ayez le contenu essentiel. Quand on définit une intégrale d'une fonction f, continue et positive sur un intervalle AB, on définit donc une transformation d'un nombre x en cette valeur-là, qui est l'intégrale de la fonction sur un intervalle ax. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle fonction-là, cette intégrale, elle est dérivable. Et sa dérivée, c'est petit f. C'est un petit peu le lien que l'on a vu tout à l'heure dans l'activité sur le taux de croissance. Pourquoi je vous ai donné cette activité? Bien souvent, lorsqu'on étudie des courbes d'évolution, rappelez-vous les pucerons par exemple, ou regardez l'évolution du nombre de pucerons, là on regarde l'évolution, l'augmentation du nombre, etc. Et bien souvent on vous dit qu'on considère que la dérivée c'est la vitesse d'augmentation. Dans l'activité on a le contraire. La courbe représentait finalement la vitesse de croissance, un taux de croissance est une vitesse de croissance, et là l'intégrale, la valeur sous la courbe, l'aire, représentait l'évolution de cette taille. Et donc vous voyez qu'en réalité, on avait finalement la vitesse, c'est-à-dire la fonction dérivée en général, et on revient à la fonction de départ, celle qui étudie l'évolution. Donc vous allez voir que ce que l'on va faire maintenant, c'est partir d'une fonction et retrouver la fonction dont elle est la dérivée. C'est-à-dire qu'on fait marche arrière. On va voir ça tout à l'heure. Donc cette fonction, là vous embêtez pas avec les notations, etc. On va surtout voir du concret, du réel, et voir la définition suivante. C'est-à-dire ce qu'on appelle la primitive d'une fonction. Alors, avant toute chose,
on va faire ensemble les exercices qui sont là, au tableau.